Bonjour les humains, 19 mars 2026, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Dans la playlist, ce qu'il se passe après, épisode numéro 9. Chapitre 2, l'expérience de la mort. En dépit des diversités présentées, tant par les circonstances qui entourent les approches de la mort que par les différents types humains qui les subissent, il n'en reste pas moins que de frappantes similitudes se manifestent entre les témoignages qui relatent l'expérience elle-même. En fait, ces similitudes sont telles qu'il devient possible d'en dégager une quinzaine de traits communs, sans se répéter dans la mesure des documents que j'ai pu rassembler. En me fondant sur ces ressemblances, je m'efforcerai maintenant de reconstituer brièvement un modèle théoriquement idéal ou complet de l'expérience en question en y introduisant tous les éléments communs dans l'ordre où il est typique de les voir apparaître. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous ne connaissez pas ce sujet, déjà la playlist complète est en description de cette vidéo, comme ça vous pouvez voir ça depuis le départ, depuis le début du traitement du sujet. Et c'est une enquête médicale, hein. Ce n'est pas un livre ésotérique. Hein. Voici donc un homme qui meurt, et tandis qu'il atteint le paroxysme de la détresse physique, il entend le médecin constater son décès. Il commence alors à percevoir un bruit désagréable, comme un fort timbre de sonnerie ou un bourdonnement. Et dans le même temps, il se sent emporté avec une grande rapidité à travers un obscur et long tunnel. Le bourdonnement, excusez-moi, le bourdonnement, ça me fait un peu penser, vous savez, quand vous êtes dans la baignoire, donc pas à la piscine évidemment, il y a trop de bruit, mais quand vous vous mettez complètement sous l'eau dans la baignoire, à un moment donné, vous avez cette sorte de bruit, entre guillemets, de bruit sourd, de bourdonnement. Est-ce que ce serait le bourdonnement, est-ce que ce serait rapport avec l'afflux sanguin? Je ne sais pas. Bref. Après quoi, il se retrouve soudain hors de son corps physique, sans toutefois quitter son environnement physique immédiat. Il aperçoit son propre corps à distance, comme en spectateur. Il observe de ce point une vue privilégiée, les tentatives de réanimation dont son corps fait l'objet. Il se trouve dans un état de forte tension émotionnelle. Au bout de quelques instants, il se reprend et s'accoutume peu à peu à l'étrangeté de sa nouvelle condition. Il s'aperçoit qu'il continue à posséder un corps, entre guillemets, mais ce corps est d'une nature très particulière et jouit de facultés très différentes de celles dont faisait preuve la dépouille qu'il vient d'abandonner. Bientôt, d'autres événements se produisent. D'autres êtres s'avancent à sa rencontre, paraissent vouloir lui venir en aide, il entrevoit les, entre guillemets, esprits de parents et d'amis décédés avant lui. Et soudain, une entité spirituelle, d'une espèce inconnue, un esprit de chaude tendresse, tout vibrant d'amour, un être de lumière, entre guillemets toujours, se montre à lui. Cet être, entre guillemets, fait surgir en lui une interrogation, qui n'est pas verbalement prononcée, et qui le porte à effectuer le bilan de sa vie passée. L'entité le seconde dans cette tâche en lui procurant une vision panoramique, instantanée, de tous les événements qui ont marqué son destin. Le moment vient ensuite où le défunt semble rencontrer devant lui une sorte de barrière ou de frontière, symbolisant apparemment l'ultime limite entre la vie terrestre et la vie à venir. Mais il constate alors qu'il lui faut revenir en arrière, que le temps de mourir n'est pas encore venu pour lui. À cet instant, il résiste, car il est désormais subjugué par le flux des événements de l'après-vie et ne souhaite pas ce retour. Il est envahi d'intenses sentiments de joie, d'amour et de paix, en dépit de quoi il se retrouve uni à son corps physique. Il renaît à la vie. Voilà, ça c'est le schéma global, malgré toutes les différentes expériences. Hein. Bon, selon ce médecin, c'est le schéma relativement, enfin, où il y a les principaux événements. Par la suite, lorsqu'il tente d'expliquer à son entourage ce qu'il a éprouvé entre-temps, il se heurte à différents obstacles. En premier lieu, il ne parvient pas à trouver des paroles humaines capables de décrire de façon adéquate cet épisode supraterrestre. De plus, il voit bien que ceux qui l'écoutent ne le prennent pas au sérieux.
si bien qu'il renonce à se confier à d'autres. Pourtant, cette expérience marque profondément sa vie et bouleverse notamment toutes les idées qu'il s'était faites jusque-là à propos de la mort et de ses rapports avec la vie. Donc, les effets n'ont strictement rien à voir avec un rêve aussi, aussi réel soit-il. Je suppose que vous avez déjà tous fait, enfin, pour beaucoup, vous avez déjà tous fait un rêve où vous vous étiez rendu compte que, enfin, déjà, il y a des rêves qui ont l'air tellement réels que quand on se réveille, on est un peu perturbé. D'autres où on se rend compte que c'est un rêve, et là c'est magnifique parce qu'on fait ce qu'on veut, on gère le truc. Pour ma part, moi j'ai déjà volé au-dessus de la forêt amazonienne, quand je me suis rendu compte que c'était un rêve, et bon, on va en profiter, on va voyager un petit peu, je vais faire Superman au-dessus de la forêt amazonienne. Voilà. Bon, j'ai plus jamais réussi à retrouver ce rêve. Et puis il y avait un autre aussi, mais c'est un petit peu trop long à expliquer, c'est avec un dinosaure et tout. Quand je me suis rendu compte, j'étais poursuivi par un dinosaure, je vous la fais courte, hein. J'étais poursuivi par un dinosaure, j'étais enfant, je devais avoir une dizaine d'années, pas plus, donc la panique. Mais la panique, évidemment, on est poursuivi par un dinosaure, puis je me rends compte que je rêve. Je dis, comment ça je rêve? Mais le dinosaure, ça n'existe plus. Je me suis retourné, j'ai commencé à hurler, je lui ai couru après. Je peux vous dire que le dinosaure, il a bien taillé la route, hein. Bon, et puis d'autant plus que ce n'est pas un rêve, puisque ici, en l'occurrence, la personne est déclarée cliniquement morte. Décès clinique. Donc électroencéphalogramme plat, aucune activité cérébrale, électrocardiogramme, pareil, aucune activité cardiaque. Donc, rien à voir avec un rêve, hein. Il importe de bien se mettre dans l'esprit que la relation consignée ci-dessus ne saurait en aucune façon être assimilée au récit d'une expérience particulière. Il convient de n'y voir qu'un, entre guillemets, modèle, un rapport composite établi à partir des éléments communs glanés dans de très nombreux témoignages. Ben, si j'avais lu jusque-là, j'aurais pas dû chercher mes mots quelques minutes auparavant. C'est afin de fournir dès l'abord une idée générale de ce qu'un être humain peut éventuellement éprouver au moment de la mort, étant bien entendu qu'il s'agit d'une illustration abstraite et non d'un cas réellement vécu. Je compte reprendre en détail au cours de ce chapitre chacun de ces traits communs en proposant des exemples. Donc je réitère ce que j'ai déjà dit quelques épisodes précédents. Il est scandaleux que ce genre de bouquin se trouve dans les librairies au rayon ésotérisme. Ça doit se trouver dans les rayons sciences, et plus particulièrement sciences ou médecine. Je suis désolé. Mais auparavant, je tiens à formuler quelques précisions indispensables afin de replacer la suite de cet exposé touchant l'expérience de la mort dans un contexte adéquat. 1. Malgré de frappantes similitudes entre différents témoignages, il ne s'en trouve pas deux qui soient absolument identiques. Entre parenthèses, bien que plusieurs ne soient pas loin d'atteindre à cette identité. 2. Je n'ai trouvé aucun témoignage comportant à la fois tous les détails de ce tableau robot. Nombreux par contre sont ceux qui en contiennent la majeure partie, soit 8 ou davantage sur les 15 points recensés. Quelques-uns atteignent la douzaine. 3. Aucun des éléments consignés dans les témoignages individuels que j'ai reçus ne se retrouve de façon régulière dans tous les récits. Néanmoins, certains de ces éléments semblent pouvoir être considérés comme universels. Vous avez un petit peu vu la méthodologie? Enfin, je sais pas moi, que les sceptiques se posent des questions, quoi. C'est un scientifique ici, hein, et puis ce n'est pas le seul, hein. Là, je parle du premier connu qui a traité le sujet, donc dans les années 70, 70, mais depuis lors, il y en a eu toute une tripotée, hein. Bon, bref. Point numéro 4. Aucun des éléments consignés dans le tableau Aucun des éléments consignés dans le tableau robot ci-dessus ne provient d'un témoignage unique et particulier. Chacun d'eux a été tiré de plusieurs récits distincts, mais convergents. Point 5. L'ordre dans lequel un mourant passe par les différents états brièvement décrits plus haut peut différer de celui que présente mon, entre guillemets, modèle théorique. À titre d'exemple, plusieurs personnes ont déclaré avoir aperçu l'être de lumière, entre guillemets, avant ou au moment même de quitter leur corps physique, et non pas, comme dans mon modèle, quelques instants plus tard. Donc, après le tunnel. Toutefois, l'ordre dans lequel j'ai cité les différentes étapes dans le tableau robot peut être considéré comme assez typique. Les variantes sont plutôt rares. Point 6.
Tous les témoignages ne vont pas aussi loin dans le déroulement de cette hypothétique expérience. Sa durée dépend, semble-t-il, du fait que la personne en question a ou n'a pas atteint le stade de la mort clinique apparente, A, et dans l'affirmative de la durée de cet état. D'une manière générale, ceux qui ont été tenus pour cliniquement morts rapportent des expériences plus nourries, plus colorées, que ceux qui n'ont fait que s'approcher de leur terme. Bah oui, bien entendu. De même, ceux qui sont demeurés dans l'état de mort apparente pendant une période plus longue approfondissent davantage le récit par rapport à ceux dont l'absence fut plus brève. Point 7. Il m'est arrivé de rencontrer des personnes ranimées après une mort clinique qui ne rapportaient aucun des épisodes précités. Plus exactement, elles affirmaient n'avoir conservé aucun souvenir de leur état. Chose intéressante, j'ai également connu des cas de personnes ayant passé par la mort clinique à plusieurs reprises, à des années d'intervalle, et qui, s'ils ne rapportaient aucune impression de l'une de ces expériences, avaient trouvé l'autre extrêmement riche en péripéties. Point numéro 8. J'attire l'attention du lecteur sur le fait que ce que je transcris ici par écrit est le reflet de témoignages, de récits et de rapports qui m'ont été communiqués oralement par les sujets que j'interrogeais. Dès lors, si je remarque que tel ou tel élément de mon modèle n'apparaît pas dans tel ou tel récit, on ne peut en aucune façon en induire que cet épisode n'a pas été vécu par la personne en question. Cela signifie tout simplement que le témoin ne m'a pas mentionné ce détail ou encore que la présence de ce détail ne ressort pas clairement du témoignage que j'ai recueilli. Ce qui précède étant bien établi, nous allons maintenant pouvoir passer à l'examen des différentes étapes et des événements variés qui semblent constituer le sort commun de nos mourants. Mais ce ne sera pas maintenant, ce sera dans le prochain épisode. Voilà, à la prochaine pour la suite de cette playlist, playlist en description de cette vidéo. Donc playlist ce qu'il se passe après. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.